Chers amis de Paix et Guerre, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle Mondoscopie. Nous sommes le 24 juin 2026, j'enregistre dans des conditions un peu acrobatiques, et en plus avec cette chaleur, je n'ai pas de très bons éclairages parce que sinon c'est insupportable, donc je vous prie de m'excuser. Ça s'améliorera, mais pour l'instant je suis dans une sorte de transhumance. Voilà, alors aujourd'hui deux sujets, l'Iran et l'Ukraine. D'abord l'Iran, les négociations de Genève, enfin qui se tiennent à Genève, se poursuivent après la signature du Memorandum of Understanding la semaine dernière. Et en dépit de déclarations toujours tonitruantes de Donald Trump, qui se croit obligé de poursuivre de temps à autre par des grands tweets et des grandes déclarations d'ailleurs, de poursuivre ses menaces contre l'Iran, menaces de reprendre les actions militaires. Mais en fait, ce qui semble quand même assez clair pour tous les analystes un peu comme moi et tous ceux auxquels j'accorde crédit, dont je partage l'évaluation globale de ce conflit et d'ailleurs aussi l'évaluation globale du conflit en Ukraine, en fait, il se croit obligé de poursuivre ces menaces essentiellement pour calmer le jeu en interne vis-à-vis de ses oppositions et de l'opposition bien sûr des néoconservateurs et de les tenir en respect au moins quelques mois jusqu'aux midterms. Alors il est extrêmement critiqué dans les médias américains, c'est la bronca contre Trump dans les médias conservateurs ou qui relaient ce type de position. Et puis il y a John Bolton, évidemment, l'inénarrable, qui le critique vertement, on l'accuse de faiblesse, on l'accuse vraiment de tous les maux, d'avoir signé ce papier qui est absolument scandaleux, etc. Il aurait passé aussi plus de 4 heures avec le sénateur Lindsey Graham, c'est long, 4 heures. Je pense que ça n'a pas dû très bien se passer. Et probablement, ils sont en train d'essayer d'avoir une sorte de deal, enfin d'accord entre deux sur le thème je te soutiens, moi Trump, je te soutiens pour les midterms, et tu arrêtes de dire que je suis faible et que que j'ai tout cédé à l'Iran, etc. Bref, il essaie de calmer les faucons. Aussi en expliquant tout récemment là que les 12 milliards de fonds iraniens gelés qui devraient être dégelés, rendus à l'Iran, serviront non pas à Dieu sait quoi, à ce que veut faire l'Iran de cet argent, mais à acheter essentiellement des céréales, des biens américains. Donc sur le thème, vous voyez, on va dégeler 12 milliards, mais finalement on va les retrouver dans notre poche ou dans la poche de nos industriels et de nos grands agriculteurs. L'Iran, de son côté, les autorités iraniennes, les déclarations qui sont visibles montrent que l'Iran aussi essaie de calmer le jeu en rejetant notamment les accusations selon lesquelles il prélèverait d'ores et déjà des droits de douane, des droits de passage, des droits d'assurance pour permettre à certains bateaux d'emprunter Hormuz. Alors, il est probable qu'il y aura, d'une manière ou d'une autre, des compensations en fait pour l'Iran, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient de sécurité durant le passage des navires. Mais pour l'instant, apparemment, ça n'est pas le cas. Voilà, et c'est Trump lui-même qui le dit, qui dit que les Iraniens lui ont dit qu'ils ne le faisaient pas. Bon, voilà, donc en fait, on a l'impression qu'il y a une sorte de convergence objective dans l'urgence de la situation économique internationale, de la situation énergétique internationale, avec quand même des réserves qui sont extrêmement basses du côté occidental. Et donc il y a cette convergence objective d'intérêts entre les États-Unis et l'Iran pour que tout ne reparte pas en vrille et qu'on ne repasse pas à une phase offensive lourde, chaude, ce qui aurait des conséquences évidemment dramatiques, pour Donald Trump, mais aussi pour le reste du monde, à vrai dire. Bon.
Donc voilà où nous en sommes. Ce qui est certain, c'est que évidemment tout le camp néoconservateur et bien sûr tout le camp pro-israélien et bien sûr Israël lui-même, son gouvernement, son premier ministre et ses divers ministres autour de lui, sont fous furieux bien sûr de ce Memorandum of Understanding. Il prépare d'ailleurs la suite, en commençant à expliquer qu'il y a un nouvel axe du mal, d'une certaine manière, et qui serait composé de la Turquie, du Qatar et de la Syrie. Bon, voilà, ça ne présage peut-être rien de bon. Il y a le ministre de la Défense qui dit qu'Israël n'a pas du tout l'intention de se retirer du Liban, enfin de la zone de sécurité, si vous voulez, qu'ils ont établie au sud Liban et au nord d'Israël, en expliquant que les 200 000 résidents qui sont au nord d'Israël ne partiront pas et que donc il faut que cette zone de sécurité demeure et que donc il faut qu'elle soit contrôlée par les forces israéliennes. Bon, donc la question qu'on peut se poser là dans cette phase, c'est bien sûr, est-ce qu'en fait il y a vraiment un lâchage d'Israël par les États-Unis? Bon, moi je vous dis tout de suite que je ne le pense pas. Simplement, il y a un fait très clair, c'est qu'Israël paye finalement le fait d'avoir réussi à entraîner Trump dans cette aventure extrêmement négative et qui se termine très très mal et de manière très humiliante pour les États-Unis. C'est une guerre perdue, c'est une guerre humiliante. Et donc, bien sûr, la question de la poursuite des opérations au Liban, des opérations israéliennes au Liban, va être déterminante pour savoir ce qui va advenir de cet accord, même dans son état actuel. L'Iran reste très très ferme là-dessus et reste très ferme aussi dans son soutien, même plus ferme qu'avant dans son soutien au Hezbollah. Mais si vous voulez, tout ça, bon, on peut discuter, est-ce qu'il a bien fait, est-ce qu'il a mal fait, est-ce qu'il n'aurait pas dû signer, parce qu'en fait, effectivement, ça s'est fait sur les termes de l'Iran essentiellement, ce Memorandum of Understanding. On ne parle pas du nucléaire, on ne parle pas du balistique, on parle pas et on ne parle évidemment plus de changement de régime. Mais ce qu'il faut comprendre, et ça vaut aussi pour l'Ukraine, et je suis désolée, c'est pas prendre le parti d'une partie au conflit plutôt que d'une autre. Il y a une réalité, il y a des faits, il y a comment dire, le réel, les faits sont têtus. Et en fait, économiquement, énergétiquement, militairement et politiquement, au plan interne pour le camp du président, les États-Unis n'ont pas eu d'autre choix que de faire cela. Donc, c'est une négociation si vous voulez, ce mémorandum, ça s'est fait sur le fond d'une défaite militaire. Et on peut quand même essayer, bien sûr, comparaison n'est pas raison, mais enfin, il est évident que sur le dossier ukrainien, on arrive à un point où on va en être là aussi, c'est-à-dire est-ce qu'on va tenir compte de la réalité militaire du conflit ou est-ce qu'on croit qu'on va pouvoir continuer à promouvoir et à essayer de faire croire à une réalité militaire qui n'est pas là, tout simplement, qu'on le veuille ou non, c'est un fait. Voilà, bon. Donc, défaite militaire américaine et défaite tout court, si vous voulez, donc un mémorandum sur les termes du vainqueur, entre guillemets. Voilà, et le vainqueur, pour l'instant, en tout cas, c'est l'Iran. Et c'est pour ça qu'il faut espérer, à mon avis, quand même que ça tienne et que Trump parvienne à ne pas relancer l'affrontement, au moins jusqu'à la fin de l'année, jusqu'aux midterms. Après, un certain nombre de gens pensent que vraiment rien du tout n'est sûr et il est probable que ça puisse recommencer. Alors, pas de la même manière, parce que les États-Unis rapatrient quand même un certain nombre d'éléments de leur fameuse armada qui devait pousser l'Iran à se mettre à genoux. Mais en tout cas, la grande question qui va se poser, c'est lâchage ou pas d'Israël et jusqu'à quel point.
pour moi, il n'y a pas de lâchage, mais jusqu'à quel point? Parce que le gouvernement actuel israélien, lui, il est dans une fuite en avant. C'est la survie politique, bien sûr, de Benjamin Netanyahou qui est en jeu, mais il est dans cette espèce de vision, de conception de sa sécurité, qui est une conception maximaliste et qui est une conception, évidemment, destructrice pour tout ce qu'il y a autour. La sécurité par la force, si vous voulez, là, ça a trouvé ses limites. Voilà, parce qu'en fait, le soutien américain et J.D. Vance et même Rubio, mais en tout cas J.D. Vance ne s'est pas privé de le dire publiquement et de le rappeler aux Israéliens, Israël peut mener cette guerre grâce au soutien américain, militaire. Donc à partir du moment où les États-Unis ont des intérêts qui divergent, et où ils arrivent à cette conclusion que leurs intérêts divergent bel et bien de ceux d'Israël, pour l'instant en tout cas, eh bien, ça n'est plus possible, en fait, non seulement de les soutenir, mais ça n'est plus possible pour Israël de maintenir ses opérations à ce rythme-là. Bon. Donc, ça n'est pas de gaieté de cœur, c'est ça qu'il faut comprendre, que Trump a dû en rabattre dans de telles proportions, mais il y a cette réalité militaire et économique. Voilà. Et en fait, ce qu'on peut dire, c'est que la relation avec Israël, cette relation fusionnelle avec Israël, pour les États-Unis est devenue très clairement en fait nocive. Et Trump d'ailleurs le dit, enfin le montre. Il y a eu des déclarations qu'on n'aurait même pas imaginé pouvoir entendre de Trump, de fureur, qui ont fait du bruit sur le thème, bombarder le Liban dans de telles proportions, essayer d'attraper quelqu'un et faire sauter des immeubles civils. Pour attraper un type ou deux, ça doit s'arrêter. Et même Trump est allé jusqu'à faire une comparaison qui est quand même très, très infamante et très humiliante pour Israël, en disant il faudrait peut-être que ce soit le gouvernement d'Al-Shara, vous savez, l'ancien numéro 2 d'ISIS, qui est devenu le président de la Syrie, par la volonté américaine. Il serait peut-être bien qu'Al-Shara, finalement, s'occupe du Liban, parce que la manière dont vous le faites ne va pas. Voilà, n'est pas supportable, n'est pas acceptable. Donc on voit bien que là est en train de remonter finalement tout ce qui a été mis sous le boisseau depuis fin 2023, depuis le 7 octobre et les réactions, le lancement des opérations israéliennes en représailles au 7 octobre. Et en fait, tout ça, tout ce qui s'est passé, toutes les fractures que ça a faites, non seulement dans la société américaine, mais voilà, dans la vision que le reste du monde a eu progressivement des actions d'Israël, tout ça remonte à la surface et tout ça se traduit par une prise de distance pour l'instant, pour que, au moins dans cette phase extrêmement dangereuse, extrêmement volatile de cette négociation-là des 30 plus 60 jours, plus probablement un peu plus, entre les Iraniens et les Américains, puisse malgré tout se faire. Bon, voilà où nous en sommes. Ça, c'est sur l'Iran. Alors, deuxième sujet, Russie-Ukraine. Bon, ben là, c'est toujours la montée à la guerre, il faut quand même le dire, la montée à l'affrontement, mais pas seulement dans les mots, pas seulement dans les narratifs, si vous voulez, d'un côté comme de l'autre, mais aussi dans les actes. Alors, du côté russe, il y a des déclarations assez nombreuses en ce moment du ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, qui explique que c'est bon, les Russes ont fini de croire aux déclarations occidentales, qu'ils ne négocieront aucun accord intérimaire, donc ça c'est quand même une réponse très claire, très nette, aux Européens et bien sûr à Volodymyr Zelensky. La Russie ne négociera aucun accord intérimaire. C'est une question de principe, il faut reprendre les choses sur le fond. Et encore moins, ce n'est pas des ultimatums qui vont nous faire négocier. Mais là aussi, on se demande comment, qui ne comprend pas que c'est inconcevable du point de vue russe. Bon, manifestement, on continue. Bon, donc après, il a aussi dit que si les Européens avaient des idées intelligentes pour reprendre une négociation, reprendre un dialogue, la Russie restait ouverte, mais en gros, si vous voulez, pour parler très familièrement, il faut arrêter de les prendre pour des lapins de 6 semaines.
nos, nos manœuvres, nos astuces, ce qu'on croit intelligent de proposer un cessez-le-feu qui soit intérimaire pour commencer à discuter de tout ça. Bon, ça fait des années qu'ils le disent, mais là, voilà, ils le redisent. Bon. Mais, comme je l'ai dit, il n'y a pas que les mots, il y a les faits. Et dans les faits, il y a quand même des choses très inquiétantes du point de vue de la sécurité européenne, à mon avis. D'abord, il se dit que l'Allemagne fournirait en fait des drones de moyenne portée à l'Ukraine. Bon. Et surtout, les Anglais sont toujours à la manœuvre. Alors certes, leur Premier ministre, Keir Starmer, vient d'être contraint de démissionner. C'était dans les tuyaux depuis déjà quelques mois, depuis sa défaite aux précédentes élections, mais surtout depuis quelques mois. Bref, il est parti, mais si j'ose dire, il a laissé des boules puantes, hein, puisque le jour où il a annoncé sa démission, il y a eu des frappes ukrainiennes avec des missiles Storm Shadow. Vous savez, les missiles, nous avons un peu l'équivalent, nous avons le Scalp. Et des Storm Shadow ont frappé une usine de semi-conducteurs dans la région de Voronezh, donc en Russie. Et cette usine, c'est pas n'importe quoi, c'est une usine qui produit des composants pour les missiles russes, les Iskander, les Kinjal aussi. Et donc la question, c'est est-ce que c'est Starmer qui a approuvé cette opération, parce que bon, ça aurait été son dernier acte en tant que en faveur de l'Ukraine en tant que Premier ministre. Mais si vous voulez, la Grande-Bretagne est vraiment en appui direct, là, c'est même plus proxy, c'est un appui direct de l'Ukraine. Et à la fin, c'est l'Europe qui va finir par être sérieusement menacée par d'éventuelles ripostes russes. Je ne sais pas si on prend la mesure de ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est prêt à une riposte russe si jamais le pouvoir actuel en Russie finissait par perdre patience? Il y a eu quand même des déclarations de Vladimir Poutine qui a rappelé, alors là aussi, c'est pas nouveau, mais enfin c'est de plus en plus... comment dirais-je, dur, froid, il n'y a pas d'humour là, il a rappelé que bon, les Ukrainiens, comme chacun sait, sont incapables de faire des frappes seuls, de faire des frappes de précision à la profondeur du territoire russe. Non seulement il leur faut les missiles occidentaux, donc les armes, mais ils ont besoin de l'aide satellite, du guidage, du ciblage, du soutien à la navigation, bref, et donc il faut en tirer des conséquences. Alors là, on revient dans j'allais dire l'orchestre russe, c'est-à-dire il y a les déclarations du président et puis il y a les déclarations de Medvedev qui sont toujours beaucoup plus brutales, et puis il y a les déclarations de Lavrov qui sont de plus en plus froides aussi. Et en tout cas, Poutine, lui, il en tire des conséquences et il explique, bon, ben, c'est la guerre, c'est une guerre directe de l'OTAN contre la Russie. Et dans sa déclaration, il a mentionné, enfin l'OTAN c'est les États-Unis, hein, c'est pas seulement les Européens, donc il a mentionné l'OTAN, ce qui est une manière, à mon avis, de dire à Trump en sous-texte, il faut vraiment arrêter les Européens, il faut vraiment arrêter Zelensky aussi, arrêter d'une manière ou d'une autre, faire en sorte que cette course à la provocation qui est chaque fois plus brutale et plus douloureuse en effet pour la Russie, cesse, voilà, parce que à un moment donné, il va y avoir vraiment, il risque d'y avoir vraiment des représailles, peut-être au-delà du territoire de l'Ukraine. Alors vous me direz, ça donnera raison à ceux qui expliquent, ah, mais la Russie veut taper l'Europe. Non, la Russie veut pas taper l'Europe. D'ailleurs, Poutine a refait des déclarations très froides sur ce que représente l'Europe et d'ailleurs l'Allemagne en l'espèce. Sur le thème, vraiment, ça ne nous intéresse pas en fait. Hein. On n'a pas du tout envie de... C'est pas notre intérêt de venir prendre vos pays ou faire je ne sais quoi. Mais bon, pendant ce temps, pendant qu'il se passe tout ça, qu'il y a des déclarations calibrées par les uns, par les autres, plus ou moins sanglantes, plus ou moins inquiétantes, plus ou moins calmes,
Il y a aussi une réalité militaire, et là je suis désolée, en dépit de la campagne de relations publiques ukrainienne et bien sûr européenne sur le thème de regardez l'Ukraine avance, regardez les drones, regardez ce qu'elle arrive à faire, et je ne dis pas que l'Ukraine n'arrive pas à faire certaines choses, hein, on change d'échelle dans l'affrontement, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. Donc voilà, la campagne, les narratifs occidentaux, auxquels d'ailleurs nous sommes censés tous nous conformer en oubliant complètement la réalité militaire, c'est l'Ukraine en fait peut encore vaincre. Voilà, donc il faut continuer à l'aider, etc. C'était l'objet du G7. Bon, mais au G7, les Américains ne se sont pas laissés faire par les Européens qui ont voulu faire pression sur eux, notamment la France, me semble-t-il. À ma connaissance, ils n'ont pas accepté de redonner des patriotes. Et surtout, il y a eu des déclarations de Rubio, qui est quand même pas ce qui s'appelle une colombe, et encore moins un pro-russe, qui a fait des déclarations sur le thème. Écoutez, il faut que Zelensky arrête de dire n'importe quoi. Nous n'avons jamais promis de garantie de sécurité à l'Ukraine tant qu'il y aurait un conflit. Oui, il peut y avoir des garanties de sécurité, mais elles auront lieu quand il y aura eu un accord, quand il y aura de nouveau la paix. À ce moment-là, oui, les États-Unis pourraient offrir à l'Ukraine, à ce qu'il en restera, des garanties de sécurité. Donc là, il a remis quand même les choses très au clair pour éviter là aussi tout l'enfumage habituel. Donc, sur le terrain, que se passe-t-il? Bon, c'est amplement analysé par des gens très sérieux et qui font ça infiniment mieux que moi et de manière beaucoup plus précise. Mais grosso modo, il y a donc des tentatives ukrainiennes d'étendre le front, mais quand même, la ville de Konstantinovka est en passe de passer sous contrôle russe. Hein. Il y a des forces russes infiltrées, il y a un encerclement. Et Konstantinovka, c'est une ville clé pour reconquérir entièrement le Donbass. Et c'est quand même toujours l'objectif des Russes. Donc c'est un verrou, si vous voulez, parce que derrière, il y a deux autres villes très importantes, Kramatorsk et Kupiansk, et ce sont les dernières positions fortes, en fait, si vous voulez, des forces ukrainiennes dans le Donbass. Donc, ce qu'on appelait, si vous voulez, la ceinture fortifiée des défenses ukrainiennes, elle est en train de tomber. Alors, vous me direz, ah, mais oui, mais vous dites ça depuis des années. Mais oui, mais parce que c'est le cas, si vous voulez. S'il n'y avait pas toute cette instrumentalisation du pays et cette aide forcenée des Américains et de plus en plus maintenant essentiellement des Européens aux forces ukrainiennes, oui, militairement, encore une fois, il y a une disproportion des forces, des moyens, de toutes sortes, si vous voulez, entre les Russes et les Ukrainiens. Donc, il y a la ville de Liman aussi qui est assiégée. Bon. Donc l'Ukraine, elle poursuit ses attaques, elle poursuit ces vagues d'attaques tant qu'elle le peut, qui touchent quand même beaucoup de cibles civiles, mais la Russie, elle, intensifie de plus en plus ses frappes sur l'ensemble de l'Ukraine, y compris sur des grandes villes où avant elle ne tapait pas. Donc elle essaie de ne pas céder, de ne pas... Mais enfin, quand même, il y a eu une dernière vague où il y a eu plusieurs milliers entre les drones, les missiles. Bon, il y a eu quand même une vague très très puissante. Donc il y a une accélération, si vous voulez. Et on peut penser... vous savez, on a beaucoup parlé de quand est-ce que l'offensive russe de printemps va arriver, etc. Il y a quand même pas mal d'analyses sérieuses qui disent qu'elle est là, l'offensive. En fait, elle se mène, mais elle se mène comme la mènent les Russes, c'est-à-dire toujours petit à petit, en essayant de garder ses hommes, en essayant d'avoir le moins de pertes possible, toujours avec les mêmes principes opérationnels, si vous voulez, russes. Bon. Alors, que font les Ukrainiens? Bon, bah, eux, ils multiplient tout ce qu'ils peuvent. Hein. Ils attaquent vraiment contre des cibles civiles, ils attaquent de toutes sortes. Et ils essaient maintenant d'entraîner, en fait, la Biélorussie. C'est-à-dire, c'est vraiment une logique complètement extrême et extrêmement dangereuse.
Donc, entraîner la Biélorussie, ce sont les dernières menaces de Zelensky vis-à-vis du président biélorusse Loukachenko, qui ne semble pas être quelqu'un d'extrêmement... enfin, il est peut-être beaucoup plus sanguin que Vladimir Poutine. Sur le thème, il faut que la Biélorussie arrête d'aider la Russie, en fait. Bon, déjà, si vous voulez, ça dans le principe, ça n'est pas concevable. Qui peut penser que ça va arriver? Il y a sur le territoire biélorusse des armements, y compris nucléaires, russes. Bon. Donc la Biélorussie, elle est en soutien des opérations russes, elle ne fait rien. Mais l'idée de Zelensky, c'est de dire, écoutez, si vous ne cessez pas d'aider, notamment par vos aiguilleurs, les missiles russes et les drones russes à taper notre territoire, eh bien, nous allons aussi vous attaquer. Bon, voilà. Ensuite, il y a le fait que Zelensky a réussi à se mettre à dos, quand même d'une manière assez nette, les Polonais. Bon, alors c'est l'affaire, mais qui a été relayée avec un peu de retard par les médias, même français. C'est l'affaire, bien sûr, des célébrations, en fait, des ultranationalistes ukrainiens qui ont quand même tué des masses et des masses de Polonais et de Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Certes, ils luttaient aux côtés des SS contre les Soviétiques, mais enfin tout de même. Donc là, Zelensky, toujours dans cette même veine qui est de célébrer les grands héros indépendantistes de l'Ukraine, n'est-ce pas, est allé célébrer des héros qui sont des monstres, en fait. Hein. Et quand même, là, le président polonais lui a retiré l'ordre de l'Aigle blanc, ainsi qu'à quelques autres, mais en tout cas à lui, parce qu'il a estimé que là, ça allait vraiment trop loin. Zelensky a renvoyé son ordre et il a demandé à quelques autres qu'il avait reçus aussi autour de lui de faire de même. Donc, effectivement, c'est un affront qui lui a été infligé, mais où commence l'affront? L'affront, c'est de faire ces célébrations en Ukraine qui sont évidemment pour les Polonais inacceptables, tout simplement inacceptables. Donc on se demande quel jeu là joue l'Ukraine vis-à-vis de la Pologne, qui a quand même été un très fort soutien à son effort de guerre, notamment, et aussi en matière d'accueil des réfugiés pendant longtemps. Donc là, il y a aussi un divorce. Alors, je pense que c'est lié naturellement à la relation entre l'Allemagne et la Pologne aussi, relation de compétition dont je vous parle depuis très très longtemps et qui est clairement, qui bat son plein là aussi. En tout cas, on sent que, si vous voulez, la panique monte à Kiev, c'est clair. Le trio E3, donc France, Grande-Bretagne, même si le prochain Premier ministre britannique prendra peut-être le train en marche et continuera la politique de son prédécesseur et de tous ses prédécesseurs d'ailleurs contre la Russie. Mais enfin, la politique de l'E3, donc France, Allemagne, Grande-Bretagne, montre ses limites qui sont encore une fois des limites concrètes. C'est-à-dire, que se passe-t-il concrètement, militairement, si à force de vraiment de pousser Moscou, etc., et d'amplifier les capacités ukrainiennes à frapper le territoire russe, il y a à un moment donné une réaction très lourde de Moscou. Bon, et certainement en premier lieu sur l'Ukraine, mais bon. Voilà, donc Trump, lui, il en a manifestement assez de cette affaire ukrainienne, il en a assez aussi de Zelensky, donc il ne s'est pas laissé faire à Évian pendant le sommet du G7, l'affaire des garanties de sécurité, mais on voit bien que les Européens sont beaucoup moins prudents que les États-Unis, beaucoup moins pragmatiques. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à sortir, parce que ça devient très urgent, il faut sortir de cette confusion intentionnelle entre, d'une part, la reconnaissance des réalités militaires et le fait de soi-disant prendre le parti de la Russie, si vous voulez. C'est pas la même chose. L'analyse consiste à regarder ce qui se passe véritablement sur le terrain et comment ça évolue, même si on était
en soutien de l'Ukraine. Il y a un moment où il faut quand même regarder ce qui se passe, quoi. Bon, on peut pas... Alors, il y a des gens comme moi qui décrivent un réel, certes embarrassant, certes humiliant, certes douloureux, certes qui nous met face à nos limites. Bon, très bien, mais il n'y a pas que... Il y a beaucoup de gens qui ont cette vision très analytique du conflit. Je pense à des grands Américains quand même, à John Mearsheimer, à Jeffrey Sachs, à tout un tas d'analystes qui sont des gens sérieux. C'est pas des pro-russes, c'est des patriotes américains ou parfois britanniques. Ce sont des gens qui savent très bien, qui connaissent très bien les affaires internationales, qui ont été eux-mêmes à la manœuvre contre la Russie, contre l'URSS pour les plus anciens d'entre eux, et même contre la Russie pendant des années. Je pense même à Sachs, à partir de la fin de la guerre froide, et qui donc comprennent qu'il y a cette réalité militaire face à laquelle on ne peut pas se montrer aveugle et continuer dans le déni. Il faut en tirer des conséquences parce qu'on est en train de rigidifier, de durcir une rupture de fond qui va faire beaucoup de mal à l'Europe. Voilà. Donc c'est pas analyser, c'est pas juger, c'est pas prendre parti, c'est analyser. Mais refuser d'analyser avec un minimum d'honnêteté intellectuelle une situation, nier la réalité, s'enfermer dans le déni, dans le mensonge, ça c'est beaucoup plus grave. Et on peut se demander pourquoi est-ce que ça continue, pourquoi est-ce qu'on continue si fort, pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas qu'il faut s'arrêter. Oui, il y aura une phase douloureuse, mais c'est mieux que de continuer. Ça devient vraiment extrêmement dangereux. Bon, c'est ce que je voulais dire, mais voilà. En tout cas, sur l'Iran, comme sur l'Ukraine-Russie, on sent monter quand même le vent de la vérité qui souffle, parce que les Iraniens, pour ce qui les concerne, et peut-être bientôt les Russes, vont nous pousser... et la question c'est comment, par quels moyens, vont nous pousser à avouer qu'on bluffe en fait. Si vous voulez, call the bluff, voilà, en anglais c'est ça. On n'a pas les moyens de notre volonté de puissance anachronique, de destruction, et c'est au-delà, bien sûr, même de la controverse sur qui a agressé qui. Bien sûr, la Russie est entrée en Ukraine, mais enfin, le coup d'État de Maïdan, la préparation à la guerre civile, enfin voilà. Peut-être faut-il en passer par là, par ce vent de vérité extrêmement désagréable, je le conçois, pour tous les gens qui ont cru qu'autre chose était possible. Même si ça ne me semble pas dans l'intérêt de l'Europe de se couper de la Russie, ne serait-ce qu'en matière énergétique, mais enfin, ça c'est... Alors là, pour le coup, on peut avoir des visions différentes, mais peut-être faut-il en passer par là pour enfin retrouver la raison, le bon sens, et revenir à une forme de négociation, de dialogue et de recherche d'une sortie de crise. Bon. Alors bien sûr, il y a toujours les jusqu'au-boutistes, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe, qui sont en embuscade, parce qu'ils ont tout à perdre en fait au dévoilement de la réalité du conflit, de la réalité de ce qui a été fait depuis des années, de la réalité de leurs responsabilités en fait. Donc on est dans cette lutte, si vous voulez, pour imposer un discours sur ce qui a été, sur ce qui est et sur ce qui doit être. Voilà, et c'est ça, moi, que j'observe. Encore une fois, moi, je suis française, je suis une analyste. Voilà, ce serait bien quand même qu'on arrête de raconter n'importe quoi. Donc, les faits finissent toujours par l'emporter, ou alors non, c'est la grande question. Moi, je pense que les faits finiront par l'emporter. Mais certains pensent que le narratif peut, contre toute évidence, avoir la main haute dans une société où l'on façonne en fait par le bourrage de crâne, par la désinformation, par le fait qu'on ne parle pas de plein de choses, on façonne la capacité du public, enfin des opinions publiques, dans nos pays notamment, à croire une certaine vérité plutôt qu'une autre et à ne pas vouloir voir l'ensemble de la situation.
Parce que c'est vrai, il y a un panurgisme, hein, c'est sûr, des peuples européens, surtout des élites européennes, à vrai dire, plutôt que des peuples, parce que quand même, du côté des peuples, il y a un niveau de bon sens qui parfois rassure. Voilà. Donc, il faut espérer que l'Europe comprenne qu'elle doit sortir du trou dans lequel elle s'est enfermée. Ce qui est sûr aussi, et je terminerai là-dessus, c'est que du côté américain, on est beaucoup plus pragmatique. Bon, c'est pas nouveau, ils ont toujours été pragmatiques, ils font des énormes erreurs, mais ils savent changer leur fusil d'épaule. Il y a deux exemples là tout récents. Sergueï Lavrov, toujours lui, ministre des Affaires étrangères, a fait des déclarations en disant que les États-Unis, alors on en entend parler depuis quelques mois, mais on n'en parlait plus. Là, il a dit que les États-Unis discutaient avec eux de racheter la partie européenne, tenez-vous bien, hein, de Nord Stream 1 et 2, ceux-là même qu'ils ont pété, hein, voilà, pour la restaurer et pour donc l'avoir en possession, si vous voulez, en exploitation, et donc pomper, puisqu'il y a du gaz russe qui passe par là, donc pomper du gaz russe et le revendre, devinez à qui? Devinez à qui? Aux Européens, bien sûr, avec une marge. Du côté russe, on est aussi très pragmatique. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs courants, je vous l'ai déjà expliqué, mais il y en a un qui est très, non pas pro-américain, mais qui veut un accord avec les États-Unis, qui veut trouver au moins un accord avec les États-Unis, puisque les Européens sont rétifs à tout. Et c'est évidemment Kirill Dmitriev, qui s'occupe du Fonds souverain russe, et qui est le négociateur en chef, en fait, avec la partie américaine pour la Russie. Et lui, il a donné une interview dans le Berliner Zeitung récemment, où il a expliqué quelque chose qui, évidemment, du point de vue américain, doit faire grincer beaucoup de dents dans les camps néoconservateurs, mais qui en même temps est vrai, est tellement vrai. Ce qu'il a dit, c'est que, contrairement à d'autres courants en Russie, influents eux aussi, il ne considérait pas l'Allemagne comme une menace latente, parce que vous savez qu'il y a beaucoup de déclarations aussi de responsables russes qui expliquent, enfin regardez, l'Allemagne se réarme, l'Allemagne veut être la première puissance militaire en Europe, ça y est, on est reparti, c'est n'importe quoi, ils veulent se venger de la défaite qu'on leur a infligée en 1945, etc., etc. Bon, Dmitriev lui dit qu'il n'y croit pas, il ne croit pas à ça, il voit plutôt l'Allemagne, alors c'est une manière peut-être de leur tendre la perche aussi, il voit plutôt l'Allemagne comme un futur partenaire au cas où elle parviendrait, c'est presque une condition ou une demande, elle parviendrait à convaincre l'Ukraine de se retirer du Donbass. Donc c'est une manière, vous voyez, de dire aux Allemands, faites quelque chose pour qu'on sorte de cette mélasse et on pourra reprendre notre collaboration, sachant que, bien sûr, l'économie allemande a été extrêmement durement impactée par le sabotage de Nord Stream, notamment, et par tout ce qui s'en est suivi. Donc il a dit qu'en fait, dans le cadre des efforts de paix, l'Allemagne avait un rôle à jouer, pas la France. Il a expliqué qu'il y avait quand même une solution réaliste qui était sur la table, qui s'inspirait un peu de l'esprit d'Anchorage. Donc ça renvoie aussi aux garanties de sécurité, là, c'est-à-dire les États-Unis pourraient aider d'une certaine manière à un grand apaisement de la situation, au profit de l'Ukraine, mais aussi au profit de l'ensemble de l'Europe. Et selon Dmitriev, là je le cite, si l'Ukraine acceptait de sortir du Donbass, ce qui a été demandé à plusieurs reprises récemment par les Russes, la paix sera immédiate. Et il a ensuite exprimé l'espoir d'une position européenne plus réaliste, laissant entendre que pas seulement les Allemands, mais les Européens parviennent à convaincre Zelensky de se retirer du Donbass. Bon, on me semble assez loin de ça, mais je ne suis pas au courant de ce qui se trame dans les allées européennes du pouvoir, donc je ne sais pas. Pour l'instant, ce qui est vrai, c'est que Trump n'a même pas essayé, lui, de convaincre véritablement Zelensky, ou il a peut-être essayé, mais en tout cas, ça n'a pas marché. Zelensky s'est rabattu
s'est remis entre les mains des Européens, qui eux-mêmes avaient des différends avec Trump. Et en tout cas, on peut penser que peut-être là, le processus de paix est au point mort, complet. Les Américains, ils s'occupent de l'Iran. Et on voit bien qu'il y a quand même, au sein de l'Union européenne, un élan pour essayer de renouer un dialogue. Alors déjà, il faudrait trouver un homme ou une femme qui s'en charge. Le président finlandais qui avait été pressenti a refusé le rôle, il a décliné. La représentante pour les affaires internationales de l'Union européenne, les affaires étrangères plutôt, a dit que oui, mais il fallait d'abord savoir ce qu'on voulait dire aux Russes. Ça, c'est quand même très inquiétant. Ça veut dire qu'on est dans une telle position de refus de discuter avec la Russie depuis des années qu'en fait, on n'a même pas anticipé le fait qu'il faudrait peut-être changer cette position à un moment donné. Mais il est évident qu'il y a une motivation européenne qui est de renouer des liens commerciaux, des liens notamment énergétiques, bien sûr, avec la Russie. Et Dmitriev a rappelé, évidemment, bien sûr, avec le conflit iranien, on a vu que l'énergie était un enjeu évidemment majeur, si on l'avait oublié. Et si l'Allemagne, selon lui, prenait à tête des efforts européens, et coopérait avec la Russie, ça formerait un ensemble puissant, extrêmement puissant économiquement, et l'un des plus puissants que le monde ait jamais connu. Alors c'est là qu'on se demande pourquoi il fait ça, parce que c'est une manière peut-être de diviser les Européens, d'abord entre eux, l'Allemagne contre les autres, notamment contre l'Angleterre et la France, mais aussi l'Allemagne contre les États-Unis, puisque vous savez, et je l'ai déjà dit dans plusieurs émissions depuis longtemps, le cauchemar géopolitique américain, c'est bien sûr le lien entre l'Allemagne et la Russie. C'est précisément ce dont il parle. Donc, il n'est pas certain que les États-Unis se prêtent véritablement à ce jeu. Voilà, ils ont toujours craint que l'alliance entre le capital allemand, la technologie allemande, le peuple russe, les matières premières russes forme effectivement un alliage extrêmement puissant, une force formidable. Il a rappelé d'ailleurs qu'il y avait eu de nombreuses tentatives faites, Nord Stream en est une évidente, mais il y en a eu d'autres, faites par les Américains notamment pour empêcher les Russes et les Allemands de coopérer. Et il explique que si le rôle de l'Allemagne dans le processus de paix était couronné de succès, le marasme économique qu'elle connaît actuellement en raison des sanctions pourrait prendre fin, dans l'hypothèse où évidemment celle-ci serait levée. Bon, tout ça, c'est un peu de la musique d'avenir, parce que je pense qu'on est quand même très loin de ça encore. Mais voilà ce qu'ont en tête les Russes, et notamment ceux d'entre eux, mais qui ont l'oreille de Poutine et la confiance de Poutine, qui souhaitent malgré tout renouer des liens déjà avec les Américains, ça c'est sûr, et éventuellement avec les plus intelligents des Européens. Bon, donc ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça c'est des déclarations, j'allais dire pas lénifiantes, mais positives, constructives. Et quand vous comparez avec ce que dit l'ancien président Dmitri Medvedev, c'est très différent. Lui, il explique que la remilitarisation de l'Allemagne est une menace extrêmement grave. Il y a d'autres penseurs russes qui sont très inquiets et qui expliquent qu'en fait, l'Allemagne va devenir, si sa remilitarisation est effective, va remonter au rang numéro 1 des menaces pour la Russie, devant les États-Unis, si vous voulez. Bon. Donc, voilà, pour l'instant, on n'en est pas là, on en est toujours à des positions européennes extrêmement belliqueuses et à mon avis, inefficaces en fait, et qui ne font que
que rendre la situation plus dangereuse, plus volatile, plus inquiétante. Et les Russes restent quand même malgré tout très inquiets, à la fois de voir les manifestations du nationalisme ukrainien qui sont à la fois anti-polonaises, anti-russes. Ils pensent que ça sert les intérêts des Allemands. Bon, mais ça, c'est toujours la lutte hein, entre Pologne et Allemagne, ça c'est clair. C'est pour ça d'ailleurs aussi que les Allemands ont toujours soutenu cette position ukrainienne jusqu'à présent, alors qu'ils auraient pu déjà avoir un effet, avoir une influence peut-être un peu plus positive sur l'Ukraine. Bon, donc on voit bien, si vous voulez, qu'en Russie, tout n'est pas non plus complètement rigidifié, qu'il y a quand même encore des courants, qu'il y a quand même un président encore qui essaie de ne pas détériorer totalement la situation par des réponses trop brutales aux provocations qui sont faites. Il faut espérer que tout ça aille vers le mieux. Je l'espère vraiment de tout cœur. Voilà, je vous quitte, il fait une chaleur épouvantable, je suis désolée, je cherche un peu mes mots. Je vous remercie de votre attention, n'hésitez pas à nous soutenir via Tipeee, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à vous abonner au Cercle Paix et Guerre si vous souhaitez en avoir plus, avoir des contenus exclusifs, à aller regarder aussi nos entretiens géopolitiquement incorrects. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle Mondoscopie et aussi pour Périscope ce dimanche qui reprend sur les points essentiels de l'actualité de cette semaine-là. Voilà, merci chers amis, à très vite. Au revoir.